Bonjour à tous. Micro, s'il vous plaît. Tu m'entends là? Oui. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une séance tout à fait intéressante de chirurgie maxillofaciale sur la réfection du visage, soit qu'il soit traumatisé par les accidents civils, les accidents militaires, ou qu'il soit l'objet de cicatrices thérapeutiques ou de l'exérèse de tumeurs volumineuses. Cette séance se fait dans la droite ligne de l'aventure des gueules cassées née à la fin de la guerre de 14-18. Elle a été un peu inspirée juste avant l'emprisonnement de mars 2020 par le film fait sur ce sujet qui s'appelait La Disgrâce, que j'avais vu au Max Linder juste avant, au mois de février, et j'avais été très très impressionné par la qualité de ce film et son grand intérêt, en sachant qu'il traitait essentiellement des conséquences esthétiques des volumineuses tumeurs congénitalo-acquises du visage. Alors, avant de commencer la session, qui a été organisée et qui va être modérée avec moi par Patrick Goudot, je passe la parole au secrétaire général Hubert Johannet, qui a trois précisions à vous donner. Ok. Alors, oui, donc, 4 informations. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que cette pandémie de Covid persiste et que le nombre de cas remonte. Nous vous invitons donc à bien respecter les mesures sanitaires, masques, gel, ce qu'on avait peut-être eu un peu tendance à oublier. La deuxième information, c'est que se sont tenues vendredi et samedi les premières réunions internationales de chirurgie francophone. Les RICF, c'est 111 communications, 42 pays, 26 partenaires. Ce travail qui a duré 9 mois a été essentiellement fait par Philippe Mar et Albert-Claude Benamou. Je vous demande d'applaudir Philippe Mar et Albert-Claude Benamou. À la vérité, tout vient d'Albert-Claude, qui en a eu l'idée en janvier. Je lui ai dit, tu es fou. Il m'a dit, en février, on commence. Je lui ai dit, bon, je suis le chef, donc je te suis. Et on en est arrivé là, de fil en aiguille. Mais tout s'est fait de fil en aiguille. Donc, toutes les communications seront visibles, sont actuellement en train d'être mises en ligne sur le site chirurgiefrancophone.org et elles seront visibles toute l'année qui vient. Enfin, je vous rappelle la séance d'accueil des nouveaux académiciens 2021 le 8 décembre prochain et la séance solennelle du président Mar le 15 décembre prochain. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avoir le résumé de la séance précédente par notre secrétaire annuel, Jean-Luc Béraud. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, la séance de la semaine dernière concernait les tumeurs non résécables initialement du pancréas et du foie. Dans ces tumeurs, la meilleure chance de guérison est la résection chirurgicale, comme a dit le coordinateur Karim Boudjema. Que faire quand le cancer ne paraît pas résécable d'emblée? Pour le pancréas, Laurent Sulpice de Rennes a présenté des cas difficiles. L'augmentation d'incidence de ce cancer est telle qu'il sera la 2e cause de mortalité en 2030. Quand le diagnostic est fait, 10 à 15% des patients seulement sont opérables et 50% sont déjà métastatiques. Et 30 à 40% seront potentiellement opérables après une induction chimio ou chimio-radio. Ces traitements sont lourds et si certaines tumeurs deviennent opérables, certains patients fragiles ne pourront pas supporter une intervention majeure. Pour être résécable d'emblée, il faut qu'il n'y ait pas de contact vasculaire, il faut que le CA 19,9 soit inférieur à 500, que la perte pondérale soit inférieure à 10%.
Dans tous les autres cas, on débute par un traitement, le plus souvent chimio, folfirinox ou gemtamicine abraxane. Puis le bilan de résécabilité est effectué en étudiant la réponse clinique, biologique, chute du CA19-9 de plus de 50%, l'imagerie, et métabolique avec le SUV max, c'est-à-dire la valeur de fixation normalisée maximum. 2 cas cliniques sont présentés et vous pourrez d'ailleurs voir sur la chaîne YouTube toutes les vidéos de ces opérations montrées lors de cette séance. Cette notion de non-résécabilité est opérateur dépendante. Il ne faut pas décider tout seul. Le pronostic est le même que celui des patients résécables d'emblée, ce qui est intéressant. Des survies prolongées au-delà de 5 ans sont possibles. Jean-Robert Delpiro de Marseille, discussion. On peut observer heureusement effectivement des survies prolongées. Notons que la révision de la définition de la résécabilité anatomo-clinique et biologique est un progrès, mais qu'elle n'est pas appliquée de façon consensuelle. Pourtant, quelques principes. Tout contact veineux impose un traitement néoadjuvant. Une artère hépatique droite accessoire doit être embolisée avant chirurgie et cela n'augmente pas la morbidité. L'envahissement de la gaine de l'artère mésentérique supérieure est très péjoratif. La dissection périadventicielle, arterial devancement, peut permettre des réséctions R0 lorsque l'anapathe est négative. Entre l'abstention et la résection sont évaluées des techniques de destruction thermique ou laser, une équipe de Vérone. Enfin, des résultats spectaculaires de la chimiothérapie sont observés sur des tumeurs très particulières avec signature moléculaire BRCA2. Question Richard Villet, que faire en cas d'envahissement ganglionnaire? On opère quand même certains patients après la phase d'induction lorsque les ganglions paraissent stables. Jean-Luc Bouillot, il faut aussi évoquer la qualité de vie après ces chirurgies très lourdes. Il y a des diarrhées et des acides chileuses qui peuvent durer 3 mois. Après, il y a de bonnes survies. Il ne faut pas forcer sur les chimio-adjuvantes, par contre. Philippe Bachelier, commentaire. Il faut se méfier de la stase lymphatique autour de l'artère mésentérique qui peut faire croire à un envahissement. La dissection peut être dangereuse et nous utilisons un shunt veineux avec lampage et éventuelle résection artérielle avec pontage. Hubert Joannet, il paraît peut-être prudent d'avoir 2 avis dans les cas difficiles. Karim Boudjema, c'est fait dans d'autres pays, en Hollande par exemple, et c'est sûrement l'avenir. Deuxième chapitre, le carcinome hépatocellulaire non résécable d'emblée. L'hépatectomie pour carcinome hépatocellulaire sur cirrhose est un geste très difficile. Tumeur graisseuse dans un tissu fibreux, chez un patient souvent dénutri, avec hypertension portale, comorbidité, risque élevé de décompensation. Le candidat idéal est Child A, score MEL inférieur à 10, hypertension portale modérée, un futur foie restant supérieur à 40% et la possibilité d'un abord mini-invasif. Pour augmenter la résécabilité et le volume du foie restant, on dispose de plusieurs techniques. La chimio-embolisation artérielle et avec embolisation portale, de la transection du foie et ligature portale droite suivie d'hépatectomie dans un deuxième temps. Plus souvent maintenant, l'embolisation combinée portale et veineuse hépatique qu'on appelle déprivation veineuse totale. On peut ainsi opérer de grosses tumeurs avec des courbes de survie inespérées avant. L'envahissement vasculaire macroscopique est un élément pronostique majeur. 3 cas cliniques sont présentés qui peuvent être vus sur les vidéos. Contrairement aux métastases colorectales, aucune chimiothérapie systémique n'est vraiment efficace. L'immunothérapie ouvre des perspectives, mais n'est pas sans risque sur des grosses tumeurs. Plusieurs essais sont en cours en adjuvant et néoadjuvant. Discussion de François Cauchy de Beaujon. Beaucoup d'équipes opèrent des patients qui, selon les recommandations, présenteraient une contre-indication théorique à la résection. Mais ils ont des résultats convenables cependant. Et les nouveaux traitements systémiques sont prometteurs. Anti-angiogénique, immunothérapie. Certains, notamment en Inde, vont jusqu'à transplanter après traitement systémique efficace. Une belle observation est montrée après immunothérapie, assez spectaculaire. Question, Éric Vibert. Pour ces volumineux hépatocarcinomes, est-il possible d'envisager radioembolisation et embolisation portale? Avant, on réalisait une chimioembolisation et embolisation portale. Réponse, souvent, il y a déjà une thrombose porte. Après radioembolisation, il faut attendre 4 mois avant d'opérer, ce qui peut poser un problème. Karim Boudjema, peut-être ne réaliser l'embolisation portale alors que si le foie sain ne s'hypertrophie pas suffisamment. Philippe Marr, comment sélectionner les patients pour l'immunothérapie? L'indication n'est pas validée et on a vu 2 cas avec un succès et un échec. Il faut donc des essais. Sophie Chopinet de Marseille a parlé du problème des métastases hépatiques non résécables d'emblée des cancers colorectaux. Sujet en évolution. On obtient aujourd'hui 50% de survie à 5 ans après résection hépatique. Les chimiothérapies d'induction efficaces et ciblées augmentent encore la résécabilité. La biologie tumorale permet de sélectionner les patients et les traitements. Des lésions complexes deviennent extirpables grâce à la chirurgie en 2 temps, l'embolisation portale et la LPPS pouvant aller jusqu'à la transplantation. On considère que les métastases sont non résécables si l'on ne peut pratiquer l'ablation de tout le tissu tumoral en restant hors zéro, obtenir une marge suffisante et épargner
30 à 40% du foie sain bien vascularisé. Il n'y a pas de limitation en termes de taille et de nombre de lésions. Il est par contre difficile de standardiser l'évaluation initiale et il y a beaucoup de variations entre experts. Aujourd'hui, le traitement médical est personnalisé, basé sur le profil mutationnel. Actuellement, il faut savoir que seulement 20% de ces patients deviennent résécables. Karim Boujedjema a rappelé 3 points. Premièrement, la définition de la résécabilité n'est pas simple, comme le montre une étude de binôme chirurgien-radiologue européen. Ceci souligne le rôle des centres experts. L'estimation volumique du futur foie restant n'est pas toujours simple et la chimiothérapie peut altérer ce foie restant qui paraît bien pourtant. La scintigraphie, un peu oubliée, peut peut-être trouver sa place. Troisième point, la transplantation pose le problème en France, bien sûr, du nombre de greffons disponibles. Question Éric Vibert, commentaire. La dynamique de la maladie est essentielle à considérer. Dans la discussion chimiothérapie exclusive et transplantation, on pourrait peut-être envisager aussi débulking, cytoréduction maximale et chimiothérapie. On voit que tout cela est en évolution. Philippe Montupet, chirurgien infantile, dans la perspective de transplantation, envisage-t-on un don familial du plus jeune au plus âgé? Cela peut être discuté peut-être, mais chez des patients non résécables actuellement, bien entendu, il faut être prudent. Jean-Robert Delperot, je ne comprends pas la place de la transplantation dans les métastases des cancers colorectaux. Avec une double embolisation portale et sus-hépatique droite, on fait peut-être aussi bien. C'est une philosophie de thérapeutique très agressive qui sont vraiment à discuter. Ça n'est donc pas réglé. Hubert Joannet, pourquoi ne pratiquez pas vous-même les techniques de radiologie interventionnelle? Cela dépend des centres. Et Éric Vibert fait un commentaire, certaines techniques deviennent si pointues avec un tel matériel radiologique qu'il ne faut pas vouloir tout faire. Mais il faut connaître les gestes qui peuvent être utiles en péropératoire. Une question, que penser de l'hépatectomie droite première, alors qu'actuellement, on commence en général par la résection des lésions gauches pour nettoyer le foie gauche? Karim Boujedjema, Dominique Elias de l'IGR avait montré que l'embolisation portale droite entraînait une croissance des lésions gauches. Ceci a conduit à l'attitude actuelle, mais il y a actuellement une palette d'options thérapeutiques grâce notamment à des traitements systémiques très efficaces. Avant-dernière topo, le cas du cholangiocarcinome intrahépatique. L'atteinte ganglionnaire et les marges de résection sont les facteurs pronostiques essentiels dans cette tumeur. Malheureusement, la découverte est tardive. Seule la chirurgie permet d'obtenir une survie prolongée. Il faut distinguer des tumeurs résécables, localement avancées et métastatiques. Pour rendre raisonnable une tumeur avancée, on propose actuellement chimiothérapie systémique ou intra-artérielle, la radioembolisation à l'yttrium 90 qui paraît très intéressante, le remodelage hépatique par modulation du flux porte ou hépatectomie très élargie, allant jusqu'à des hépatectomies ex vivo avec résection et reconstruction vasculaire qui n'altèrent pas le pronostic. Une transplantation se discute dans les cas sélectionnés après traitement néoadjuvant. Émilie Grégoire de Marseille, discussion, c'est le deuxième cancer primitif du foie, 2000 cas par an, 30% sont résécables, 15 à 30% répondent à la chimio, mais avec une survie médiane de 12 mois. Il faut donc essayer de les opérer, c'est le mieux. Mais malgré les possibilités actuelles, il faut savoir se limiter et ne pas infliger, c'est important, à certains patients des traitements trop lourds. C'est le problème des limites en chirurgie. On peut peut-être fonder quelques espoirs sur l'immunothérapie et la radioembolisation. Question à Item Gédou, concernant les résections. Olivier Farge de Beaujon avait montré qu'une marge de 1 cm donnait de bons résultats, mais qu'une marge plus faible autorisait tout de même la résection. Par contre, en cas d'atteinte ganglionnaire, les résultats sont identiques entre résection R0 et R1, et il n'est pas raisonnable d'effectuer alors une chirurgie complexe, mais l'extemporané des ganglions interaorticocaves n'a pas une fiabilité absolue, ce qui est un problème. Et en plus, comme dit Karim Boujedjema, il peut y avoir un saut ganglionnaire vers le thorax. François Cauchy, il faut sûrement revoir des protocoles de chimio et immunothérapie plus efficaces. Il y a des perspectives peut-être pour réévaluer une transplantabilité secondaire. Etem Gédou, dans la courte série des malades transplantés publiés, les chimiothérapies sont hétérogènes et il n'y a pas eu de picking ganglionnaire, donc ça n'est pas parfait méthodologiquement. Dernier topo, Éric Vibert de Villejuif, le cas du cholangiocarcinome périhilaire non résécable. Il s'agit d'une petite tumeur fibreuse, infiltrante et lymphophile. On sépare les carcinomes résécables, plus ou moins difficilement en fonction de la classification de Karim Boujedjema, et non résécables, notamment en cas de cholangite sclérosant. Les survies, même après résection, sont faibles en raison de la lymphophilie de ces tumeurs et de l'envahissement vasculaire. Il faut un résultat R0 et N0, et là, on peut tout de même obtenir des survies à 5 ans de 50%. Un point essentiel est l'étude des deux marges distales et périphériques, de même que dans les tumeurs rectales, c'est le même problème.
Il faut se préparer les patients à une chirurgie longue et difficile par des manœuvres, chirurgie, drainage endoscopique, embolisation portale ou déprivation veineuse. 30% des patients ne vont pas au bout du parcours, malheureusement. Cette chirurgie est lourde, 10% de mortalité comme la transplantation. Le protocole de la Mayo Clinique, qui associe transplantation précédée d'une radiochimio et d'un curage ganglionnaire sur 237 patients, a permis des survies atteignant 70% à 5 ans sur des lésions inférieures à 3 cm, même en tenant compte des 25% de patients qui n'atteignent pas le stade de la transplantation. La chimiothérapie néoadjuvante a prouvé son efficacité. L'étude française transplantation transfil, résection versus transplantation précédée par un traitement lourd, a dû être arrêtée car trop de patients ne parvenaient pas au bout du traitement dans le bras de transplantation. Discussion de Philippe Bachelier de Strasbourg, il faut peut-être chercher des tumeurs résécables parmi les non résécables. Et souvent, des endoscopistes virulents, entre guillemets, posent des endoprothèses d'emblée chez des patients considérés comme non résécables avant évaluation en tant qu'expert. Et c'est un problème parce qu'il faut une bonne bili-IRM, un bon cholangiogramme avant de drainer et de mettre ultérieurement une prothèse si besoin. Le drainage avant hépatectomie est souvent le sage précaution car la fonction hépatique est souvent limitée. Question, Richard Villet, propose-t-on un traitement adjuvant? Non, dans beaucoup d'équipes, mais c'est vraiment à discuter. Philippe Topard, dans l'étude Transfil, le faible nombre de malades pouvant finalement être transplantés donne peut-être la réponse à l'interrogation initiale. On n'aura jamais la réponse. Il y a eu trop de problèmes logistiques et un choix moins pertinent sur des drainages endoscopiques plutôt que percutanés qui étaient conseillés par la Mayo Clinique. Jean-Robert Delperot, dans l'étude Transfil, il est probable que les patients abandonnés en drop-out avant transplantation, récusés, auraient eu un résultat calamiteux de la résection. Réponse, on aura sans doute un élément de réponse au vu des résultats distants de tous ces malades suivis. Conclusion du président, félicitations à ces équipes qui vont jusqu'à la chirurgie de l'extrême en étant conscientes des limites pour traiter des tumeurs aussi complexes. Merci.